Que vous faites vous le collez carrément sous le menton. Bonsoir à tous. Le débat qui va s'agiter n'est pas nécessairement un débat contradictoire. C'est surtout des gens qui ont décidé de suivre cette formule d'un activiste américain qui est Don't hate the media, become the media. Comment les nouveaux médias peuvent changer la vie des idées, avec d'abord deux personnalités, on va dire, qui ont évolué avec une casquette progressiste dans les champs des médias traditionnels avant de créer leurs propres médias ou d'influer par leurs propres médias. Belling Nabli, cofondateur de chroniques, sites de débat, d'opinion, mais aussi de frottement dans le réel. Et oui, de frottement et de sciences sociales. Raphaël Glucksmann, qui est directeur de publication du Nouveau Magazine littéraire. Un magazine qui veut tout simplement changer le monde. Tout reste à écrire. En toute modestie. En toute modestie. Et Margot Olvouet, qui n'a pas trimballé sa casquette, on va dire, de progressiste dans les médias traditionnels, dans les débats un peu réducteurs qu'on peut voir ici et là, mais qui a décidé de donner la parole à des étudiants qui ne sont pas forcément doctorants, donc qui ne sont pas dans le circuit de la publication universitaire, qui peuvent être de l'EHESS, de Sciences Po, de Polytechnique, des écoles d'architecture, et en proposant une thématique par numéro annuel, donc d'Opium, sur lesquels ils vont chacun plancher, ce qui permet finalement de découvrir ce qu'on n'aurait pas imaginé au préalable. J'ai commencé par les deux progressistes dont je parlais, qui ont d'abord officié dans le champ des médias traditionnels. Comment l'un et l'autre, à travers les interventions que vous pouviez faire dans des débats de club qu'on connaît assez caractéristiques du système des médias, vous aviez senti que l'espace des idées se restreignait et qu'il y avait finalement une impossibilité de les exprimer au long terme et de porter les bonnes. Raphaël Glucksmann, peut-être. Bonsoir déjà. Mais... Répondez tous à Raphaël, s'il vous plaît. Bonsoir. C'est bien les enfants. Non, moi je pense que le problème, c'était un problème de zapping. C'est-à-dire qu'on est devenus tous, pas seulement les gens qui travaillent dans les médias, mais les consommateurs de médias, on est devenus des individus zappeurs. Et donc le problème, c'était la nécessité d'être dans le commentaire d'une actualité qui défile de plus en plus vite. Et la frustration, qui est une frustration et de lecteur et de celui qui écrit dans les médias, qui est une frustration de jamais creuser un problème, de jamais rester sur une question et de jamais faire le tour d'un sujet. Et donc l'idée, et je pense vraiment que c'est ça l'avenir en fait des médias, c'est de s'autoriser à briser le zapping, de s'autoriser à ne pas sauter d'événement en événement comme un poulet sans tête, mais de pouvoir rester à travers des langages différents, à travers des langages d'écrivains, à travers des langages de philosophes, à travers des langages citoyens, d'activistes, rester dans un sujet et en faire le tour, s'immerger quelque part. Et en un sens aussi, accepter le possible reproche de ne pas parler de tout. Parce que je pense qu'un des enjeux de la folie médiatique et de la perte de crédibilité des médias, c'est le désir de vouloir tout dire. Or, on ne peut pas tout dire. Et on ne peut pas être spécialiste de tout. Et on ne peut pas creuser tout en même temps. Et donc, c'est en gros briser cette exigence-là d'une parole totale pour se concentrer sur ce qu'on juge être essentiel, en fait.
Bélignabli, vous avez justement eu à réagir à cette espèce de mouvement du spécialiste au doigt mouillé, moi j'appelle ça comme ça, c'est-à-dire des gens qui avancent des théories qui ne sont pas forcément chiffrées, documentées, sourcées, qui se spécialisent en tout. Vous avez avancé dans cet espace, tu sais, cet espace hostile pour l'intellectuel progressiste qui essaye de s'exprimer. Qu'est-ce que vous avez mis au point comme tactique d'abord, avant de créer votre propre média? Merci. Alors... Bonsoir. Bonsoir. Non, ce que je vous entends pas. Ouais. Merci. Juste une précision, chronique, c'est pas qu'une question de frottement, mais de confrontation, je dirais, des idées, confrontation des idées, parce que c'est finalement ce qui est à la base de notre initiative. En fait, c'est une équipe de chercheurs, de hauts fonctionnaires, de politiques, qui à un moment donné ont tiré le constat très, très simple, suivant lequel on était en train de perdre la bataille culturelle et que même on l'avait pratiquement perdue de facto. Notamment parce qu'on avait un rapport aux médias qui était plus qu'ambivalent. Il y avait une forme de défiance, une rupture avec les médias classiques. Avec les médias en général, je mets Internet de côté. Et la question qui s'est posée à nous, c'était finalement quel est le type de réaction un peu intelligente qu'on pourrait proposer? Est-ce qu'on entre dans l'arène ou est-ce qu'on reste un peu dans une posture, pas une imposture, mais une posture finalement de l'universitaire, du chercheur qui fait un pas de côté, qui regarde tout cela de loin? Ou est-ce qu'on s'engage vraiment pour correspondre finalement ou essayer de renouveler à notre manière la figure de l'intellectuel engagé, sans avoir l'ambition d'être un intellectuel? On ne cherche pas d'étiquette ou de label, on essaye d'abord et avant tout de réagir à un état de fait qui est finalement qu'il y a une bataille idéologique et culturelle qu'on perd. Et c'est ce pas, finalement, ce saut, on l'a réalisé collectivement. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est qu'à titre individuel, on avait déjà chacun une perspective, des démarches, des initiatives. Je vois Agathe Cagé qui vient de nous rejoindre avec Elsa. Il y a Marie-Cécile, William, Charles, etc. Vraiment des personnes d'une même génération. Et le côté générationnel, je ne sais pas pourquoi, mais il a une signification. C'est des trentenaires essentiellement, qui ne voulaient pas assumer finalement le bilan pour aller très vite, le bilan de la gauche au pouvoir pour aller très, très, très vite. On pourra peut-être y revenir. Et ce sentiment de vide au bout de ce quinquennat, ben, on ne voulait pas se quitter sur ce sentiment de vide. On a essayé de faire une proposition qui est celle de l'engagement. Alors un engagement qui consiste notamment, et on l'assume, ben, finalement d'entrer dans l'arène médiatique, parce que on ne peut plus accepter la position qui consiste à gérer notre frustration lorsqu'on assiste à des débats où nos idées finalement ne sont pas représentées ou mal représentées. Alors comment améliorer cette représentation? Ben, naturellement en comptant aussi sur les autres. Il n'y a pas que chronique, loin s'en faut et heureusement, mais on essaie de mobiliser au mieux déjà ce qu'on sait faire et ce qu'on sait tout simplement du fait de notre savoir, du fait de notre métier, du fait de notre expérience, pour, comme vous l'avez dit, jouer un petit rôle de veille à l'occasion des débats auxquels on assiste. Un travail de veille qui est très, très drôle parfois, qui consiste tout simplement à jouer un rôle de contre-pouvoir. J'avais donné un exemple, je vais la citer, allez. J'étais face à Eugénie Bastier il n'y a pas très longtemps. Voilà, Eugénie Bastier qui parlait de catégories sociologiques. Qui parlait de jeunes de banlieue, de musulmans, etc. Et de balancer des chiffres. Je lui ai juste posé la question, réflexe de chercheur, quelles sont les sources et qu'est-ce qu'elle entend par jeunes de banlieue, etc. Silence. Et le silence à la télé, ça fait très très mal. Naturellement, la séquence a tourné en boucle et c'est anecdotique, c'est un côté ridicule, mais malheureusement, je dirais presque, c'est aussi l'une des raisons d'être de Chronique, c'est s'engager pour faire face et poser des questions qui sont simples, mais qui malheureusement ne sont plus posées par certains journalistes. Donc là, on a eu le manuel de survie donc de l'intellectuel progressiste dans les médias traditionnels avant de parler de la création donc, de Chronique. Margot Olvouet, c'est pas du tout un constat de l'évolution des idées que vous aviez apportées, parce que finalement, le point commun entre le Nouveau Magazine littéraire et Chronique, c'est des camps progressistes, pas monolithiques, mais qui essayent de s'exprimer dans le débat avec une qualité, une longueur d'idées. Le projet d'Opium, c'est plutôt des étudiants à qui on donne la parole pour être notés essentiellement, ou dans des publications de recherche de doctorants, et qui prennent la parole spontanément,
sur des sujets qui ne sont pas leur spécialité. D'ailleurs, comment ça marche, Opium? Alors, effectivement, ouais. Je crois qu'on m'entend comme ça. Ouais. Non, c'est bon. Ok. Déjà, bonsoir, avant toute chose, et merci de l'invitation. On est très heureux de pouvoir présenter Opium en ce lieu. Je me permets aussi une petite précision à l'image de Bellig ici. Effectivement, on n'est pas venu avec notre casquette progressiste, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on est des néo-nazis. Très très loin de là, et ceux qui liront Opium, les revues sont à l'entrée, pourront s'en apercevoir. Pour répondre à votre question, oui, alors effectivement, Opium à l'origine, ça a été un projet étudiant, d'étudiants en philosophie qui avaient envie de faire de la philosophie en dehors des cours et de donner la parole à leurs camarades, à eux-mêmes, en dehors de ce cadre de notation. Donc à l'origine, on n'est pas entré dans la bataille progressiste du nouveau média, on n'est pas entré avec cette idée-là. Seulement, a posteriori, on s'est bien rendu compte qu'on avait pris un espace de parole, et quand on prend un espace de parole, a fortiori dans une société de l'information, on prend également un espace de pouvoir. Donc en donnant la parole à des étudiants qui ne l'avaient pas, parce que l'étudiant est toujours un peu sous cette casquette du jeune collé à son smartphone qui ne sait ni lire ni écrire, finalement on donne la parole à toute une catégorie de citoyens qui est peu ou pas écoutée, et finalement on entre aussi dans le débat public par ce biais. Et est-ce qu'on m'entend? Oui. Est-ce qu'il y a un renouvellement du coup de la boîte à idées, comme vous le dites, Bellig, c'est-à-dire est-ce que le fait de proposer une thématique comme vous l'avez fait, c'est-à-dire projection, c'était le numéro précédent, il y a un numéro sur la nuit qui va arriver donc en mai prochain, ce sera un nouveau numéro annuel, de prendre une thématique et finalement de libérer toute créativité autour, c'est peut-être davantage une ressource d'idées que d'avoir un point de vue présupposé sur ce qu'on pourrait dire de politique sur la nuit, sans parler de l'ouvrage de Michael Fessal, mais peut-être que du coup vous avez vu venir des choses qu'on ne peut pas anticiper. C'est peut-être ça l'avantage d'Opium, finalement, par rapport à une rédaction plus ascendante. Alors effectivement, la revue Opium, c'est un comité de rédaction de 4 personnes, mais qu'en fait n'écrit pas. On lance un appel à contribution qu'on essaie de diffuser le plus largement possible, donc tant dans les facs de philosophie que dans les écoles de cinéma, architecture. On a également eu des articles écrits par un étudiant en physique quantique. Donc effectivement, c'est un spectre très très large de disciplines. Et effectivement, la force d'Opium, c'est qu'on est toujours surpris. On lance un sujet avec un appel à contribution, effectivement avec certaines pistes lancées avec, mais on ne sait jamais ce qu'on va recevoir, et la surprise est toujours grande. Et effectivement, c'est un véritable laboratoire d'idées que l'on construit au fur et à mesure des pages. Chaque article donc est unique, il n'est pas écrit en fonction des autres, mais au fur et à mesure, en fait, au fil de ces pensées uniques se dessine une pensée commune qui est la force de la revue Opium. Alors pour revenir au nouveau magazine littéraire, il y a donc le modèle aussi de la forme longue, comme chez Opium et comme on peut le retrouver aussi chez Chronique, donc par rapport à cette longueur d'idées et cette profondeur de champ. Vous, Raphaël Glucksmann, comment est-ce que vous abordez les thématiques pour le nouveau magazine littéraire? Donc il y avait les idées peuvent changer le monde, il y avait eu le tour des utopies pour le premier qui était un peu manifeste, et là je crois que vous avez donné le pouvoir aux femmes. C'est pareil, vous êtes surpris par rapport à la thématique, vous ne commandez pas des textes, on va dire, présupposément? Alors, déjà, pour revenir sur ce qui a été dit, et qui est à mon avis essentiel, c'est qu'on a perdu la bataille des idées, ce qui entraîne une défaite politique, et le fait que quand la gauche est au pouvoir, ils n'ont plus rien à dire et à faire, parce qu'auparavant, déjà, on avait perdu le champ culturel, le champ métapolitique, et que donc c'est très compliqué, même si le personnel et chacun d'entre les dirigeants doit être incriminé. C'est très compliqué, même si on avait eu un personnel meilleur, de faire quelque chose dans un pays qui est déjà conquis par des idées anti-progressistes. Et donc c'est pour ça que c'est extrêmement important, ce combat culturel. Et la deuxième chose, c'est en gros, c'est comme si la gauche avait plus rien à nous dire du monde et qu'elle avait plus de récits. Et c'est pour ça qu'il faut réapprendre aussi à raconter les choses. Il faut réapprendre à raconter la société, il faut réapprendre à l'analyser, à la dire conceptuellement et aussi à la raconter littérairement. Et c'est ça l'idée. Nous, ce qu'on voulait faire, c'était mêler différents types de langage pour raconter un même fait. Et donc là, il nous a semblé évident que depuis 3 mois, on vit une
révolution au sens fort, c'est-à-dire un changement de paradigme d'organisation de la société. Vous savez, dès l'origine du verbe, il fut capté par les hommes. Et on a eu un mot masculin qui a dominé l'espace public depuis la nuit des temps. Une des premières phrases que Télémaque prononce à sa mère Pénélope dans l'Odyssée, c'est « Va t'occuper de tisser et laisse-nous parler, nous les hommes, parce que la place publique nous appartient ». Et donc là, on vit une révolution dans ce sens où les hommes sont appelés à écouter une parole publique féminine et qui se revendique comme telle, née d'une expérience de femme. Et moi, il me semble que c'est typiquement le sujet qu'on doit explorer sans faire de la polémique en surface et sans zapper. C'est-à-dire qu'on doit s'installer dans ce moment-là. Et donc, ce qu'on a voulu faire pour le numéro 2, c'est ouvrir les pages aux philosophes, sociologues et écrivaines qui se sentent partie prenante de ce mouvement et d'accueillir leurs paroles. Et effectivement, moi j'ai été surpris, et même, je dois l'avouer, des fois un peu mal à l'aise à la lecture en tant qu'homme, parce que quand je relisais, par exemple, il y a un manifeste absolument éclatant de Dorlin dans le numéro. Elsa Dorlin, donc, ouais, qui a fait cet essai sur le retour de la violence et la nécessité de la violence. Et moi, j'ai lu et j'ai eu une phase comme ça de silence, quoi, face à un texte tel que celui-là. Et alors, du coup, tout le monde m'a demandé, mais c'est parce que t'aimes pas? Non, c'est précisément, moi, je trouve ça génial que je sois obligé d'être, moi, dans la réflexion et un peu acculé dans mes derniers retranchements. Et je pense qu'il y a plusieurs aspects, d'ailleurs, dans le silence des hommes depuis le début, ce qui est quand même assez marquant. Depuis l'affaire Weinstein, il y a une forme d'aphasie masculine qui, d'un côté, est extrêmement positive parce que c'est une forme de respect, d'écoute. On est appelé à s'étonner et à écouter. Et d'un autre côté, je pense que ça traduit aussi une forme de gêne parce qu'il y a quelque chose de vraiment profond dans la société qui est en train d'être mis en cause. Et ce que j'ai voulu pour ce numéro, sans orienter les papiers, puisque je dois vous faire une révélation, je ne suis pas une femme, donc j'ai du mal à parler de l'expérience d'une femme, ni en philosophe, ni en poète. Ouais, ça pourrait tout à fait venir dans une étape future de mon existence, mais là, pour l'instant, je ne peux pas parler d'autre chose que d'expériences vécues. Et en fait, j'ai appris, et c'est ça que moi j'aime beaucoup, et je pense que c'est possible si on prend le temps, c'est-à-dire que si on demande à un écrivain ou à une écrivaine de faire un papier d'une page autour d'un sujet, honnêtement, on n'apprendra rien de plus que si un commentateur de BFM le fait. Mais si par contre, on a du temps et qu'on a 5 pages pour plonger sur un aspect du harcèlement, eh bien là, on apprend quelque chose qui, vraiment, moi, peut me surprendre. Or, vous n'êtes pas sans savoir que, selon Aristote, le principe de la philosophie, c'est l'étonnement, que l'étonnement est au principe de la philosophie, et que donc, le rôle, à mon avis, d'un média qui veut changer quelque chose, c'est de savoir étonner au sens fort, c'est-à-dire que les mots qu'on lit doivent, en un sens, ébranler notre vision du monde. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé devant les posts Facebook. J'avoue tout de suite, au départ, des posts Facebook des femmes, au départ, balance ton porc, j'ai été rebuté par ces 2 mots, parce que je n'aime ni les balances, ni l'animalisation de l'autre, mais quand on s'oblige à lire, eh bien on est ébranlé. Et c'est pour ça que c'est un moment extrêmement important pour notre société, et je pense qu'il y a certains textes qu'on publie qui, moi, m'ont ébranlé, comme les posts Facebook que je lis depuis 3 mois. Quoi. Alors, Belik Nabli, dans Chronique, il y a peut-être 2 aspects à revenir aussi sur cette déception de la gauche dans l'exercice du pouvoir, où finalement vous vous dites qu'il faut renouveler le réservoir d'idées en trouvant un espace qui va au-delà du pragmatisme et qui construit autre chose que vous appelez le repli égoïste, égocentré ou le repli identitaire. Donc comment tout d'un coup on peut reproposer des choses qui sont de l'ordre de grandes réflexions sur la civilisation, sur le changement de société, et plus finalement le pragmatisme réaliste? Alors, la réponse est en partie dans la suite de ce qu'on a entendu, dans la mesure où finalement la séquence est effectivement historique, la séquence à laquelle on assiste, et elle me permet, ou elle m'invite moi, à me dire que ce qu'on appelle les progressistes, historiquement, n'ont pas forcément été exemplaires en la matière.
Je parle des partis de gauche, je parle des structures journalistiques ou médiatiques de gauche, n'ont pas montré la voie qu'ils voulaient assumer d'un point de vue discursif, etc. Et ça, il faut le dire. Il faut le dire parce que ça signifie, à contrario, qu'il faut le faire. Donc, et rompre avec le contraste ou la contradiction entre la parole et les actes. J'aime bien rappeler qu'avec Marie-Cécile, lorsqu'on a créé Chronique, c'est aussi parce que on a l'un et l'autre été systématiquement choqués en traversant les rédactions parisiennes par l'espèce de sentiment de parcourir des espaces cloniques, des clones. Bon, ok, mais c'est marrant une première fois, mais quand ça se répète, on se dit il y a un problème, c'est pas possible. Et pourtant, les rédactions en question sont des rédactions ou étaient des rédactions de gauche. Bon. Et pour boucler la boucle en la matière, l'équipe de Chronique est strictement paritaire. Et non, mais c'est très important les actes à un moment donné. C'est parce que la crise aussi des idées progressistes, c'est notamment à cause du contraste entre la parole, le discours d'un côté, et la politique réalisée de l'autre, qu'elle soit à l'échelle d'une petite entreprise médiatique ou à l'échelle gouvernementale. Ce décalage-là, c'est aussi la mort de la croyance dans la possibilité de changer les choses, lorsqu'on ne peut pas les changer, ou lorsqu'on décide de ne pas les changer, lorsqu'on en a la possibilité. C'est une autre manière de répondre à votre deuxième question. Comment est-ce que, oui, je vais vous aider un petit peu. Comment est-ce que, première question, on provoque l'étonnement, du coup, à Chronique, puisque c'est aussi, c'est la démarche du nouveau magazine littéraire. Et aussi, finalement, comment est-ce que vous analysez le déplacement du débat? C'est-à-dire ce moment où, finalement, il se resserre. On parlait de domination masculine, mais ça se passe sur beaucoup d'aspects. Si on prend par exemple la crise des réfugiés, il y a effectivement un moment où on peut parler de régularisation massive, et puis soudainement ça disparaît totalement même du champ des idées possibles. Champ des possibles. Exprimables. Donc comment le débat en fait s'est restreint sur le champ des possibles? Quelle a été pour vous, quelle est votre analyse de cette restriction des frontières du débat et de l'échiquier politique du débat, et comment vous y avez répondu sans être monolithique, justement, en étonnant? Bien sûr. Mais j'avais une réponse à votre deuxième question. Ah, tout simplement pour dire que finalement, l'imagination au pouvoir ne consiste pas forcément à aller chercher très loin. Parfois, les choses les plus proches, mais qu'on a ignorées volontairement ou involontairement, sont au moins les premiers signes de cette réflexion, de cette redécouverte. Je pense tout simplement à la devise de la République. Liberté, égalité, fraternité, ça reste un programme politique. Un programme politique qui n'est jamais statique, puisque derrière ces mots, on peut mettre tout et n'importe quoi en réalité. Et lorsqu'on parlait du statut de la femme, en France notamment, je pense aussi que ça fait écho à la question de l'égalité. Une question qui a été dévalorisée progressivement, dévalorisée au sens littéral du terme, c'est-à-dire que ça fait presque ringard de parler d'égalité aujourd'hui. Oui, et c'est l'une des conséquences. C'est le moment MeToo. Oui, il y a l'exception MeToo, mais la question dans sa dimension sociale ne se pose plus et ne constitue plus un ferment des clivages politiques. Comme si c'était une question dépassée parce que le communisme a échoué et que par conséquent la question ne se posait plus. Au contraire, elle se pose plus que jamais dans un monde globalisé précisément qui creuse les inégalités, mais qui crée des riches encore plus riches. Et donc il faudrait peut-être renouveler le questionnement de l'égalité. Mais encore une fois, la devise républicaine en soi, encore aujourd'hui, selon moi, permet de cadrer un peu le débat et finalement de développer notre imagination. Margot Olvouet, qui n'est pas dans le champ avec Opium de la définition de nouveaux possibles, au sens où c'est pas la structure au départ du magazine. Néanmoins, est-ce que dans le numéro Nuit qui se prépare pour le mois de mai, ou dans Projection, je pense notamment à une tribune qui parle du changement et qui parle d'en finir avec le réalisme pragmatique en disant on va proposer une nouvelle réalité. Est-ce qu'il y a des textes qui, même sans que ce soit la commande ou l'orientation, émergent et ouvrent justement de nouveaux champs de possibles, de nouveaux schémas? Alors, pour répondre directement à votre question, effectivement,
dès qu'on donne la parole à des gens, étudiants ou non, il y a tout de suite des prises de position, notamment dans les tribunes. Chaque année, donc dans les revues, il y a une tribune. Il y a tout de suite des prises de position qu'on appellerait progressistes. Mais il y a un point sur lequel j'aurais aimé revenir dans vos deux interventions, c'est la question du temps que vous avez évoqué à plusieurs reprises. Vous avez introduit en disant qu'aujourd'hui, on était dans une société du zapping et qu'on ne prenait plus le temps de s'informer réellement. Et justement, c'est quelque chose aussi sur lequel on essaie de travailler, puisqu'on sort donc un numéro par an et que les textes en eux-mêmes sont travaillés pendant plus de 4 mois. Donc on prend réellement le temps de peser le poids des mots, de peser le poids des idées et de les construire en dialoguant avec les auteurs. Donc c'est quelque chose d'important. Et ça fait également écho à ce que vous disiez, Belling, quand vous avez évoqué le fait qu'on pouvait s'étonner même sur les objets qui nous sont très proches. Et effectivement, en fait, prendre le temps, c'est aussi être capable de se questionner sur ces objets très proches, et c'est ce que nous faisons en questionnant un seul objet à travers plusieurs champs disciplinaires. Et j'ai envie de vous répondre à votre question, comment est-ce qu'on crée de nouvelles... un exemple de ce qui a pu sortir de ça, justement. Eh bien, tout simplement, en questionnant de manière différente un objet, on le questionne de manière également poétique, philosophique et littéraire. Et alors, si vous cherchez un exemple concret de comment est-ce qu'on a... Par exemple, effectivement, je pense à l'exemple de Nuit debout, qui a été évoqué donc, avec Michael Fessel en introduction. Donc il y a un article qui a été écrit l'année dernière sur Nuit debout, mais je pense surtout à un qu'on va publier cette année, qui en fait questionne l'approche de Guy Debord de la nuit. Et à partir de cette réflexion sur Guy Debord, l'auteur a évoqué Nuit debout comme exemple, et pour lui, on avait mal pensé Nuit debout, puisque, on avait mal compris l'échec de Nuit debout, puisqu'on n'avait pas vu qu'en se positionnant comme appartenant à la nuit, tout de suite, Nuit debout avait fait une erreur stratégique, puisqu'elle se plaçait en dehors de l'espace politique, dans cette nuit en opposition au jour, dans cette nuit cachée en opposition au jour visible. Donc c'est peut-être un exemple que je pourrais évoquer pour montrer comment questionner différemment un objet, s'arrêter dessus, prendre le temps, permet peut-être de comprendre en fait quelque chose qui nous est proche et qu'on a du mal à comprendre en zappant. Raphaël Glucksmann, c'est un exemple Nuit debout de l'impensé du débat des idées, c'est-à-dire un moment où on a plafonné sur la réflexion, on n'a pas finalement su sortir quelque chose de fort dans le débat médiatique. Est-ce que c'est aussi un moteur, ces impensés du débat au quotidien pour le nouveau magazine littéraire? Oui, et d'ailleurs, c'est pas seulement le cas de Nuit debout, c'est le cas de tous les mouvements aujourd'hui qui innovent politiquement. C'est-à-dire que c'est des mouvements qui se fondent sur l'horizontalité, sur le fait qu'il n'y a plus de structure préétablie, de prophètes préétablis, de programmes prépensés, et ce sont des surgissements que personne n'avait prévus, même si après certains prétendent qu'ils avaient prévu, mais en réalité personne ne les avait prévus. On pouvait penser la possibilité d'émergence de quelque chose, mais jamais on prévoit ces mouvements-là. C'est le cas aussi des révolutions arabes, c'est le cas de Occupy Wall Street. Ce sont tous ces mouvements qui inventent quelque chose, eh bien, se heurtent à un problème en fait. Ensuite, c'est que cette horizontalité, on ne sait pas encore comment la traduire politiquement ou en discours commun. Et c'est l'aporie de ces mouvements qui nous parle à tous et qu'on doit réfléchir en fait, qu'on doit penser, et on doit essayer de comprendre pourquoi nous traversons cette crise des récits. Et c'est ça le cœur de tout. C'est-à-dire qu'on peut penser que c'est une discussion littéraire, le récit, mais c'est pas du tout une discussion littéraire, c'est une discussion profondément politique. C'est-à-dire que tout ce qui aujourd'hui est neuf et fonctionne a du mal à se traduire ensuite en discours commun. Pourquoi ? Pourquoi notre militance est toujours en situation d'aporie quand il s'agit de se traduire en plateforme commune? Pourquoi notre expression est toujours une expression, même dans les mouvements qui sont en train de changer le monde? Par exemple, prenons le cas de MeToo. Quand on voit MeToo, ça change le monde. Mais la manière dont parlent les gens dans MeToo, c'est résumé dans le titre, MeToo, c'est une expression individuelle. C'est une présence individuelle dans le débat. C'est une présence basée sur une expérience personnelle ou sur un point de vue. Et c'est extrêmement novateur, mais on va aboutir peut-être
à la même aporie en fin de cycle, qui est comment on construit un discours commun. Comment on fait émerger de cette présence multiple une présence collective. Et c'est ça l'enjeu. Et je pense qu'on n'a toujours pas trouvé la clé, qu'il n'y a toujours pas eu de solution. Il y a des tentatives. On voit comment le phénomène des indignés, qui était une présence individuelle, citoyenne, de chacun décidant d'aller sur la place, a donné par exemple Podemos, qui est un mouvement collectif. Donc là, il y a une tentative d'élaboration de quelque chose qui soit collectif à partir de la révolte individuelle. Mais ce n'est pas encore quelque chose qui est acquis. La grande crise, en fait, des partis de gauche, en général, c'est qu'ils n'incarnent plus cette innovation, cette révolte qui se traduit dans des mouvements qui, par ailleurs, eux, n'arrivent pas à se structurer. Et donc, on est dans une sorte de décalage, là, et c'est pour ça que je pense, moi, sincèrement, que c'est le moment de réapprendre à parler, c'est-à-dire de réapprendre à penser, à parler, à forger des concepts, à inventer des mots qui peuvent parler à tous. La grande crise de la gauche, c'est justement dans ce décalage entre le discours et le fait, c'est la perte de substance de chacun des concepts qui ont construit l'histoire de la gauche. Quand on prend aujourd'hui le concept de cosmopolitisme, quand les mots ne renvoient plus aux choses, comme disait Patrick Boucheron. Et puis surtout, ils ne renvoient même plus aux mots. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'a fait le Parti socialiste, c'est qu'ils ont pris des concepts comme cosmopolitisme. Ils ont d'abord fait un discours qui ne correspondait pas avec leur politique. Ensuite, ils sont passés d'un discours qui ne correspondait pas avec leur politique à des concerts. Ensuite, à des badges. Et ensuite, à la fin, eh bien, à plus rien du tout. Et même à l'antithèse de ce mot-là, avec la déchéance, par exemple. Et cette crise du discours, elle se ressent partout. Et moi, ce que je veux qu'on essaye de faire ensemble, c'est de creuser les mots qui aujourd'hui n'ont plus de sens pour leur donner un sens contemporain. Et ça passe par, encore une fois, tous les langages. C'est-à-dire que, et c'est pas un média qui peut le faire, donc c'est pour ça que c'est très bien qu'on soit tous avec des optiques différentes et des mots différents, mais en réalité, en quête de la même chose, quoi. C'est juste de donner un sens plus pur aux mots de la tribu, comme le disait Mallarmé, c'était la mission qu'il assignait à la poésie, mais c'est ça, la quête. Et quand les mots n'ont plus de sens pour les gens, et bien ensuite arrivent les borborismes et les barbaries de Zemmour, quoi. C'est-à-dire que c'est quand ces mots-là... Ou les catégories sociales qui n'existent pas. S'écroulent, qu'ensuite on a le droit à la diarrhée verbale sur CNews. Béligne, comment vous réagissez-vous à la diarrhée verbale, à ces mots qui ne renvoient plus aux mots, à Chronique, et notamment à ce travail que vous faites pour aussi rendre plus poreuse la séparation entre le monde universitaire des sciences sociales, donc qui sont des réservoirs de pensée et de nouvelles idées, et le monde médiatique? C'est pas le même travail. C'est pour ça que l'une des voies à explorer, c'est vraiment le fait qu'en tant que citoyen, on assume plusieurs vies ou plusieurs casquette, tout simplement. Lorsqu'on prépare en tant que chercheur un article de fond, ça prend minimum 6 mois, avec des recherches. Rien que le temps d'écriture est un temps que certains ne peuvent pas imaginer. C'est une démarche particulière. C'est une autre démarche que de décider d'aller dans l'arène médiatique pour, non pas défendre forcément ce que vous avez explicité dans votre travail académique, mais au moins défendre une forme de rigueur méthodologique et intellectuelle, même à minima. Mais rien que ça, c'est un engagement en soi aujourd'hui. Mais je pense que chacun, à titre individuel, peut précisément assumer différentes formes d'engagement, qu'il s'agisse de son métier, mais qu'il s'agisse aussi du fait de décider un jour de défendre ses convictions dans l'espace public. C'est pas la même démarche, mais elles peuvent être convergentes. Et la question du récit, comment elle se pose? Alors justement, je suis d'accord sur l'enjeu des mots et des concepts. Vous avez parlé de cosmopolitisme. Je pense plutôt que c'est le multiculturalisme qui a fait l'objet d'une forme d'escroquerie intellectuelle et politique, dans la mesure où on a joué avec ce mot, on l'a vidé de son sens, en faisant fi de sa vraie signification, parce que beaucoup savaient très bien d'où venait le mot et on fait semblant de pas saisir sa vraie signification. Pour aller vite, notre société est de fait multiculturelle. Donc ça ne devrait pas susciter beaucoup de débats, si ce n'est peut-être le regretter ou s'en réjouir. Mais contester le fait, là c'est autre chose. Si on commence à dire « Ah non, je ne suis pas ou je suis contre le fait de dire que notre société française est multiculturelle », là on est à la lisière du fake news. Donc, non mais il y a donc un enjeu.
Mais là où, finalement, même cette idée qui relève donc de l'escroquerie intellectuelle est passée, à savoir que le mot est banni, multiculturalisme est devenu une notion bannie du discours public, parce qu'on a voulu confondre le fait, la société qui rassemble des gens de cultures différentes, et le fait qu'elles puissent coexister, avec la doctrine multiculturaliste qui consiste, elle, à reconnaître que, que les minorités de cette société multiculturelle ont des droits à faire valoir. C'est autre chose. Donc, et on confond donc un fait, le fait qu'une société comme notre société puisse être multiculturelle, et la doctrine, c'est-à-dire finalement la volonté et la volonté de reconnaître des droits particuliers à des minorités. Ce n'est pas la même chose. On a confondu les deux sens du même mot, mais je pense avec, non pas avec raison, mais en étant conscient. Donc il y a une responsabilité des politiques et une responsabilité d'un certain nombre d'intellectuels qui ont joué avec le mot et qui l'ont finalement banni. Vous avez un autre exemple encore plus spectaculaire, je dirais laïcité extraordinaire. Je suis je suis juriste de formation. Vous attendiez à autre chose, mais en tant que juriste, boulanger, enfin. Voilà. En tant que juriste, la laïcité, ça a une signification assez claire. Il y a un texte de loi de référence et une jurisprudence du Conseil d'État qui s'adapte aux faits, c'est-à-dire aux cas qui lui sont soumis, et il donne son interprétation eu égard à la loi. Point barre. Et puis tout d'un coup, c'est devenu un objet de discussion idéologique. Tant mieux, c'est pas parce que le droit s'est saisi d'une notion qu'il n'y a plus de débat. Sauf que, on a joué avec les confusions en disant la loi de 1905, en fait, c'est pas vraiment ce que dit le Conseil d'État qui est vraiment fondé, c'est ma conception. Et donc, on a commencé à dire qu'il y avait différentes conceptions de la laïcité, y compris sur la base de la loi de 1905. Et donc, on a instillé de la confusion dans le débat public, on en a fait un instrument idéologique, et finalement, la laïcité, au lieu de réunir, elle oppose. Là, c'est une analyse donc, de mots qui ne renvoient plus aux mots. Mais comment, dans Chronique, justement, on fait ce travail pour un retour sémantique, pour se reconnecter à de nouveaux récits aussi, comme vous l'avez dit, faire une expérience collective, pas de frottement, mais de confrontation, pour essayer d'approcher une pensée paradoxale d'où pourrait sortir un petit bout de vérité. Comment ça se met en forme quand vous contactez un tel ou un tel pour un article ou une interview ? Alors, a priori, on contacte personne. On a un mode de fonctionnement, non pas sectaire, mais c'est-à-dire qu'on a une équipe fixe et chacun son domaine de compétences, entre guillemets, donc qui est concentré sur la question. Mais votre question est très intéressante sur un aspect. Reprenons l'exemple de la laïcité. On ne peut pas résumer une tribune ou une intervention écrite sur ce thème sans conjuguer précisément d'un côté sa dimension, sa signification officielle, juridique, et de l'autre, le débat public dont la notion fait l'objet. Mais si on veut être intellectuellement honnête, et c'est notre volonté naturellement, il ne faut pas confondre les deux. Il faut rappeler dans un premier temps, en tant que juriste, ce que signifie ce principe d'après notre état de droit, puis dans un deuxième temps, ne pas ignorer et jouer la Vierge effarouchée dès lors qu'on débat de la laïcité. Bien sûr que c'est une notion qui peut-être mérite débat, mais vous voyez, il y a quand même une frontière, il y a une responsabilité à assumer en tant qu'intellectuel, à reconnaître finalement les significations différentes d'un même mot, d'un même concept, tout en d'assumer une forme de complexité des choses, sans ajouter de la confusion aux choses. Margot Olvoet, vous ne partez pas dans Opium d'une volonté de redonner sens aux mots ou de repositionner un débat qui se serait égaré dans le zapping, mais ça se traduit aussi par des mises en récit très nouvelles. Comment est-ce que vous travaillez tous les formats à l'intérieur d'Opium qui sont très variés, parce que c'est justement au-delà de la tribune, de l'entretien ou du texte de philosophie, il y a de la poésie, il y a aussi des collaborations d'artistes. Comment ça fonctionne ? Alors, effectivement, ce qu'on souhaite mettre en place avec la revue, c'est de rendre compte en fait de la parole étudiante sur un thème. Donc si on reçoit beaucoup de poésie ou de nouvelles, on va souhaiter également leur donner leur place dans la revue. Et ça permet donc d'étudier des nouveaux formats qui questionnent autant les notions. Après, effectivement, on n'a pas enfourché notre cheval de bataille pour aller rendre
rendre le sens des mots aux mots. Cependant, on prête quand même une très grande importance au sens des mots. Et donc, au comité de rédaction, on a tous une formation de philosophie. Et chaque article est travaillé non seulement avec chaque auteur, mais aussi entre nous. Donc il y a un vrai débat qui se noue autour des mots pour être bien sûr de leur donner leur vrai sens. Donc c'est quand même quelque chose qu'on prend réellement en compte. Ensuite, sur la question des différents formats, donc, on a vu la poésie, les nouvelles. Ce qui est aussi important pour nous, c'est de la place à l'art. Parce que l'art est une forme d'expression, on ne vous apprend rien. Et l'art questionne également. Donc chaque article est illustré par un artiste. Et c'est une manière également de questionner le sens de l'article, de poser de nouvelles questions. Mais il est mis en relation avec la personne qui écrit. C'est-à-dire que c'est pas ce travail d'illustration qu'on peut voir dans les médias traditionnels où effectivement on peut avoir un pas de côté, on peut aller prendre un Cindy Sherman pour illustrer une tribune ou un texte sur MeToo. Vous les mettez en rapport. C'est là où c'est différent. Alors effectivement, une fois qu'on a choisi les articles, on choisit les artistes, et une fois qu'on a tout le monde se rencontre, et des binômes se forment, et chaque œuvre qui sera amenée à illustrer l'article est co-créée entre l'auteur et l'artiste. Donc l'œuvre est réellement là pour questionner, pour apporter son soutien à la pensée de l'auteur. Et les artistes réfléchissent par eux-mêmes, mais ils sont ici confrontés directement à la pensée philosophique. Donc l'œuvre est un nouveau média pour questionner et les mots et les objets des thèmes. Il y a eu évidemment cette évolution dans le débat des idées indéniable. Et là, on a une revue papier, une autre revue papier, un site internet, mais une existence aussi IRL, in real life, de l'équipe de Chronique. Qu'est-ce que ça a fait, selon vous, le débat, on va dire, à la sauce réseaux sociaux? Comment est-ce que vous analyseriez cette séquence et qui finalement amène au temps long du papier comme Opium, comme Nouveau Magazine Littéraire et Chronique, même, puisque c'est un format de longue forme, même si c'est en ligne? Allô? Vous êtes là? On n'entend plus. Ouais. Allô? Ouais, ça marche. Alors, déjà, je pense que quand on dit que Internet va tuer la presse papier, je crois pas. Moi, je pense que Internet va sauver la presse papier. Parce que ça va obliger la presse papier à justifier de son existence. Or, ce qui ne justifie pas de son existence cesse de réfléchir, cesse d'être inquiet, et finalement s'installe dans une routine, dans ses meubles, et devient complètement vide. Et donc, moi, je pense que c'est salutaire ce qui se passe. C'est-à-dire que la presse papier, l'objet papier, est obligé de s'interroger sur sa propre pertinence, sur pourquoi les gens iraient dépenser de l'argent pour acheter un bout de papier qui fait un objet littéraire, un objet politique, un objet journalistique. Et moi, je ne crois pas du tout. Je veux dire, il n'y a pas de crise du marché du livre, il n'y a pas les gens n'arrêtent pas d'acheter des livres et ils ne vont pas ne plus du tout aller vers le papier. Simplement, ce qui est obligatoire, c'est de justifier de son existence. Ce qui veut dire que si une presse papier propose exactement la même chose que ce que vous avez en allumant votre iPhone et en tombant sur votre fil Twitter, eh bien, franchement, elle ne sert à rien si elle ne propose pas une expérience différente. Et donc moi, je pense que ça va la sauver parce que la presse papier était devenue chiante à force de vouloir faire comme les télés d'infos continues. Et donc là, il va y avoir autre chose, d'autres objets qui vont être de réels objets. Et donc, je pense que c'est salvateur. Ensuite, les réseaux sociaux, je pense déjà qu'il faut être présent, parce qu'il faut être présent dans cette arène, et que c'est là où se façonne l'opinion. Et c'est pour ça que nous, quand on pense à notre stratégie Internet, on ne pense pas du tout à notre site comme réplique d'un objet papier. C'est une stratégie en mouvement, dont le site n'est que le témoin, en fait. Et il faut être sur les réseaux sociaux, il faut s'emparer de cette agora-là, et en essayant de faire passer des idées, parfois en contrebande, vu les formats qui sont imposés, mais il faut s'en emparer. Après, il y a pour moi deux immenses questions vertigineuses sur les réseaux sociaux. C'est comment ce qui permet une liberté extraordinaire entraîne aussi une forme de vertige, c'est-à-dire que vous vous retrouvez dans un univers où soudain, l'édito du Monde et la vidéo de Soral sont mis au même niveau, spontanément. Donc,
on peut se dire c'est une catastrophe, ce qui est vrai, franchement, très honnêtement, c'est un peu une catastrophe quand même, mais c'est aussi une obligation pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire que la seule manière de rétablir une distinction entre les deux, ça sera de vraiment travailler de telle sorte qu'on rétablisse une hiérarchie des discours, mais qui soit fondée sur la qualité intrinsèque des discours et pas sur des positions préétablies. Et donc ça, c'est le premier enjeu. Et le deuxième enjeu, qui est là profondément vertigineux, c'est de se dire que ce qui est devenu l'agora, c'est-à-dire l'espace public, c'est-à-dire le lieu où nous discutons, où nous façonnons nos opinions, eh bien, est un espace public privé qui appartient à quelqu'un. Et alors ça, c'est quand même une question qu'il faudra creuser en termes démocratiques. C'est-à-dire que on peut se réjouir de l'avancée démocratique qui représente des réseaux où chacun a la parole, mais on habite quand même chez quelqu'un qui peut ensuite avoir une influence sur la manière dont structure le débat public. C'est-à-dire, si on avait dit à un grec ancien que l'agora, après 25 siècles de progrès, serait un espace privé, il aurait quand même doucement rigolé sur notre capacité à concevoir la démocratie, quoi. Et donc, il y a là un espace de questionnement et de vertige. Ce sera d'ailleurs le numéro 4, c'est vraiment ce que je travaille dessus en ce moment. Mais c'est essentiel, en fait, d'être présent, mais tout en sachant que le lieu dans lequel on est et dans lequel on agit, eh bien, pose une question. Moi, je veux dire, des fois, la nuit à 4 heures, je me réveille et je me dis, mais putain, merde, t'es en train de poster des trucs dans un débat public enfiévré pour façonner l'opinion, et en fait, tu t'habites chez Zuckerberg, quoi. Mais bon. Et tu habites ton double numérique, c'est-à-dire qu'on est aussi enfermé dans une bulle d'idées, un espace privé, mais qui est aussi un reflet de notre pensée telle qu'on l'a construite à travers notre navigation. Donc il y a un double cercle qui se referme. Une troisième chose à faire, c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui, mais il faut le faire de manière encore plus radicale, à mon avis, c'est la rencontre physique. Parce que une fois, j'avais un débat avec une philosophe qui me dit, et je questionne justement les réseaux sociaux et le manque, en fait, de distinction entre l'individu et le citoyen. C'est-à-dire que, en gros, j'ai mangé un shawarma pita, machin, un truc bidou chouette, et par ailleurs, c'est dégueulasse la manière dont on traite les réfugiés. Et je disais, c'est quand même hyper bizarre comme magma. Elle me dit, mais non, c'est la nouvelle, c'est ça la démocratie, c'est là où on rencontre les gens. Je dis, ouais, mais enfin, le problème, c'est que moi, mes amis américains, ils étaient persuadés que Trump, ils n'ont pas été votés parce qu'ils étaient persuadés que Trump n'avait aucune chance de gagner, parce qu'ils disaient qu'en gros, ils n'ont jamais croisé un électeur de Trump sur Facebook, quoi. Ouais, mais d'accord, ça prouve bien qu'il y a un problème d'algorithme. Peut-être on peut terminer là-dessus. Il y a à la fois pour Opium des ateliers qui sont organisés, il y a une volonté au Nouveau Magazine littéraire d'exister effectivement dans la vraie vie, d'être un lieu de débat IRL, et c'est pareil chez vous, Chronique Belik Nabli. Oui, juste pour revenir peut-être sur le moment d'effroi dont tu nous as parlé. Ce sera le moment de conclusion, si on peut ne pas finir sur l'effroi. Non, parce que ça a l'air simple dans cette société du spectacle d'aller, de prendre position, de parler publiquement. Ça reste un acte d'engagement et parfois un acte de violence. On entend des choses violentes sur des plateaux télé, on ne sait pas forcément comment réagir, avec quelle légitimité, avec quel ton, avec quel mot. Vous parlez de la vraie vie. Quand on est précaire dans la vraie vie, quel est l'espace de mobilisation et d'engagement? Bien sûr, on a eu cette discussion sur... Non, mais c'est vrai que c'est des prises de risque. Dans une société qui officiellement et formellement est démocratique, comme la nôtre, et libérale en plus, c'est-à-dire qui reconnaît la liberté individuelle. Et finalement, lorsqu'on parle avec les gens, concrètement, lorsqu'ils vous opposent, ou lorsqu'ils vous parlent des obstacles à l'engagement, c'est très simple, c'est leur statut social qui fait que il est difficile de s'engager. Pour un fonctionnaire aujourd'hui, son statut de fonctionnaire l'empêche de prendre position publiquement. Même pour quelqu'un qui vit dans une société privée, dans une entreprise, ça veut dire quoi de s'engager concrètement, mis à part un acte de grève. Mais prendre la parole publiquement, à titre individuel, même co-signer une tribune aujourd'hui, ça va pas de soi, parce qu'il y a une prise de risque sociale qu'on sous-estime et qui explique beaucoup, finalement, aussi sur le fait qu'on voit toujours les mêmes aussi, par ailleurs. Et aussi que, pour le coup, on parle beaucoup de la précarité ou du statut des chercheurs, des universitaires. Là, pour le coup, c'est un bon côté. On a une liberté d'action qu'on doit, à mon avis, aujourd'hui, plus que jamais, exercer de manière pleine et entière. La chronique, donc vous créez des espaces dans la vraie vie de débat?
On l'essaye. Je suis tout à fait d'accord avec l'enjeu de la matérialisation du débat. C'est à un moment donné, c'est bien les sites internet, les réseaux sociaux, enfin c'est bien pour aller vite. Mais en tous les cas, il faut qu'à un moment donné, on voit l'autre humainement, c'est-à-dire qu'il existe. Et on essaye de nouer un partenariat avec un théâtre, Porte de Bagnolet, l'Échangeur, d'où il y a une représentante ici, Myriam Marzouki, grande metteuse en scène. Et donc voilà, tout simplement pour aller voir les gens à un moment donné et débattre avec eux. C'est bien beau que d'écrire des tribunes, étaler sa pseudo-culture, mais à un moment donné, il faut confronter sa parole, il faut échanger et bénéficier de la parole de l'autre. Et voilà. Un mot de conclusion de Margot Olvouet sur ce que peut faire Opium aussi dans la vraie vie, en termes de débat philosophique. Oui, je voulais revenir sur la question du papier, qui sera mon mot de conclusion. Je pense qu'en fait, le papier, c'est ce qui permet, donc, face à la fluidité du réseau social, en fait, d'introduire de la permanence, et par la permanence, d'introduire de la réflexion. Parce que le papier, on peut y revenir, on peut y réfléchir. On peut enregistrer un lien sur son navigateur, mais le papier, on peut y revenir, réfléchir, nouer un dialogue autour. Donc cette permanence, ce long terme, est ce qui permet la vraie réflexion, je pense. Et ce sera le mot de conclusion, parce que malheureusement, on finira sur le papier. On voulait vous parler de nouveaux médias dans ce forum, ce Winter Forum. Et bien la conclusion, le papier, et même un objet révolutionnaire du XIVe siècle, le livre. Voilà. Bonne continuation. Merci. Merci.